Mes parents m'ont laissé seule aux soins intensifs, puis m'ont volé 60 000 € et ont donné une Tesla à ma sœur. Une seule fille aurait suffi, maman. Tu es juste jalouse, ma sœur. Je n'ai pas crié. Je les ai attaqués en justice. Bonjour. Je m'appelle Alix, j'ai 30 ans. Et l'histoire que je vais vous raconter est celle de la pire trahison qu'on puisse imaginer. Mes parents m'ont abandonnée, seule et droguée, dans un lit d'hôpital aux soins intensifs. Ils ont profité de ma vulnérabilité pour voler 60 000 € sur un compte à mon nom. Et pourquoi? Pour acheter une Tesla neuve à ma sœur, Océane, leur fille chérie. Quand j'ai essayé de comprendre, ma mère m'a dit, une seule fille aurait suffi. Ma sœur, elle, m'a craché, tu es juste jalouse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. À la place, je les ai attaqués en justice. Avant de plonger dans cette folie, j'aimerais savoir qui est là. C'est une histoire difficile à raconter, et savoir que je ne suis pas seule m'aide. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, ou quel pays, vous m'écoutez. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Merci d'être là. Reprenons. La première chose que j'ai enregistrée, ce n'était pas la douleur. C'était le silence. Pas le silence paisible d'un hôpital la nuit, mais un silence lourd, intentionnel. Froid. J'ai cligné des yeux sous les néons agressifs du plafond de l'hôpital Édouard Herriot, à Lyon. Ma gorge était sèche, comme du papier de verre. J'ai essayé de parler. Rien. J'ai avalé difficilement, le goût du plastique et de l'anesthésie emplissant ma bouche. L'odeur d'antiseptique était partout. J'avais subi une opération complexe de la colonne vertébrale après un accident de voiture. Une opération qui devait me sauver de la paralysie. Et je m'étais réveillée. Seule. J'ai tourné la tête, chaque mouvement me coûtant un effort surhumain. La chaise visiteur, en plastique bleu délavé, était vide. Poussée soigneusement dans le coin. Pas de ballon. Pas de fleurs. Pas de manteau jeté sur le dossier. Rien. Ma colonne me lançait, mais le froid dans ma poitrine était pire. Ils sont juste partis chercher un café, ai-je pensé. Océane déteste les hôpitaux. Maman a dû la raccompagner. Elles vont revenir. J'ai essayé de m'accrocher à cette idée. J'ai toujours été la responsable, la fille forte. Celle qui comprend, celle qui attend. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le bip a semblé résonner dans tout le service. Une infirmière est entrée, jeune, efficace. Elle a semblé presque surprise de me voir consciente. Ah, Alix. Vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? J'ai réussi à articuler, où est ma famille? Elle a eu une seconde d'hésitation. Un regard professionnel, mais teinté de pitié. Ce regard que je n'oublierai jamais. Votre famille? Ah, ils étaient là, oui. Pendant l'opération. Elle a vérifié ma perfusion, évitant mon regard. Ils sont partis il y a quelques heures. Juste après votre sortie de la salle de réveil. Partis? Oui, dit-elle, cette fois plus fermement. Votre mère, Martine, a signé les papiers de consentement post-opératoire. Ils ont dit qu'ils devaient rentrer. Qu'ils reviendraient sûrement dans quelques jours. Quelques jours. Pas demain. Pas ce soir. Quelques jours. L'air s'est échappé de mes poumons. Je me suis tournée vers la fenêtre, mais il faisait déjà nuit. Je ne voyais que mon propre reflet déformé dans la vitre froide. L'infirmière a noté quelque chose sur son dossier avant de sortir. Reposez-vous, Alix. Mais comment se reposer? Il n'allait pas revenir. Pas ce soir. Et au fond de moi, dans ce froid nouveau qui s'installait dans ma poitrine, je commençais à savoir qu'il ne reviendrait pas du tout. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque bip du moniteur cardiaque était un rappel de ma solitude. Comment pouvait-il? J'avais eu un accident grave sur la route de Fourvière. Ma voiture était détruite. J'avais failli y rester. Un flashback m'est revenu. Les gyrophares. Les ambulanciers. Et le visage de ma mère, Martine, penchée sur moi dans l'ambulance. Sa main sur mon front. Ne t'inquiète pas pour les papiers,
Alix, m'avait-elle murmuré, sa voix douce et rassurante. Maman s'occupe de tout. Concentre-toi sur ta guérison. Maman s'occupe de tout. Ces mots résonnaient maintenant d'une manière sinistre. Le lendemain matin, j'ai prétexté avoir perdu mon portefeuille avant l'opération. J'ai dit à l'infirmière-chef que j'étais inquiète, que ma mère avait géré mes affaires et que je voulais juste vérifier les caméras de surveillance de la zone d'accueil administratif, pour voir si je l'avais fait tomber. C'était un mensonge. Je n'avais pas perdu mon portefeuille. J'avais perdu ma famille. 1 heure plus tard, un agent de sécurité, compréhensif, m'a accompagné dans un petit bureau. Il a avancé rapidement la vidéo jusqu'à l'heure que je lui avais indiquée. Celle où l'infirmière m'avait dit qu'ils étaient partis. Et soudain, je les ai vus. Sur un petit écran granuleux, en noir et blanc. Ma mère, Martine. Et ma sœur, Océane. Elles n'avaient pas l'air inquiètes. Elles n'avaient pas l'air tristes. Elles étaient assises dans la salle d'attente administrative. Océane, 28 ans, parfaite comme toujours, était en train de rire, penchée sur son téléphone. Elle faisait probablement défiler Vinted ou Instagram. Martine lui a montré quelque chose sur son propre téléphone, et elles ont ri ensemble. J'ai regardé l'horloge sur l'enregistrement. 16h30, j'étais en salle de réveil à ce moment-là. Seule. Puis, une infirmière s'est approchée de Martine avec une planchette à pince. Martine a pris un stylo, a écouté l'infirmière, a hoché la tête, puis a signé. 1, 2, 3 documents. Sans lever les yeux. 45 minutes après le début de mon opération. Puis, elles se sont levées. Océane a rajusté son foulard de marque. Martine a remis son sac à main sur son épaule. Elles se sont dirigées vers la sortie automatique, sans un regard en arrière. Elles riaient. Ma mère riait. J'ai demandé à l'agent d'arrêter la vidéo. Je suis retournée dans ma chambre, le fauteuil roulant me semblant soudain immense. Ce n'était pas de l'oubli. Ce n'était pas de la panique. C'était un abandon. Froid, calculé, et signé. Mais ce que j'ignorais, c'est que les papiers qu'elle venait de signer n'étaient pas seulement des autorisations de soins. C'était le début du vol. Ce n'était que le commencement de la véritable trahison. 2 jours se sont écoulés dans ce vide. 2 jours où j'ai fixé le téléphone posé sur la table de nuit. Pas un appel. Pas un message. Puis, quelqu'un a frappé. Ce n'était pas une infirmière. C'était un homme en costume gris, l'air sérieux, une mallette à la main. Mademoiselle Alix ? Je suis Monsieur Dubois, du service de la facturation de l'hôpital. J'ai senti mon estomac se nouer. Il y a un problème, ai-je demandé, ma voix encore rauque. Pas un problème, non, dit-il en s'asseyant sans qu'on l'y invite. Juste une anomalie que nous aimerions clarifier pour vos dossiers. Il a sorti une feuille. Nous avons reçu un premier paiement partiel pour vos soins. Un acompte de 6 000 €. C'est une procédure standard pour les opérations non couvertes à 100% par la mutuelle. 6 000 €? Mais, je n'ai rien payé. J'étais. Nous le savons, me coupa-t-il gentiment. Le paiement a été effectué hier matin. Par carte de crédit. Via un compte joint à votre nom. Mon sang s'est glacé. Un compte joint ? Oui, dit-il en consultant ses notes. Un compte auprès de la banque LCL. Au nom d'Alix et Martine, NOMD famille, point. Mon cœur a raté un battement. Ce compte ? Non. C'était impossible. Flashback. 5 ans plus tôt. Océane, encore une fois, s'était retrouvée dans une situation financière désastreuse. Des dettes de crédit à la consommation. Ma mère, Martine, était venue me voir en larmes. Sauf ta sœur, Alix, tu es la seule qui peut. Tu as un CDI, une situation stable. J'avais cédé. J'avais accepté de co-signer un crédit renouvelable chez LCL. Une ligne de crédit de 60 000 € pour regrouper ses dettes. J'étais la responsable. Maman avait juré qu'elle gérerait le compte, qu'Océane rembourserait, et qu'il serait soldé et fermé en 1 an. J'avais été stupide. Je leur avais fait confiance.
Ce compte, je croyais qu'il était fermé, ai-je murmuré. Apparemment non, dit Monsieur Dubois. L'anomalie est la suivante. Le paiement a été effectué, mais la signature sur l'autorisation de prélèvement, elle ne correspond pas à celle sur votre dossier d'admission. Il m'a tendu la planchette. C'était une autorisation de paiement pour les 6 000 €. Et en bas, mon nom. Alix. Sauf que ce n'était pas ma signature. Mon A est toujours carré, précis. Celui-ci était rond, presque enfantin. Une imitation. Une imitation grossière. Ce n'est pas moi, ai-je dit. C'est bien ce que nous pensions, dit-il. C'est la signature de votre mère, qui est cotitulaire. Mais elle a signé à votre nom. J'ai tremblé. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé la ligne d'urgence de LCL. La voix au bout du fil était professionnelle, froide. Oui, mademoiselle. Je vois votre compte. La ligne de crédit de 60 000 € a été réactivée la semaine dernière, le jour de votre accident. Réactivée? Mais par qui? Par le cotitulaire, Madame Martine. Elle a invoqué une urgence médicale familiale, ce qui est prévu dans les clauses. 60 000 €. Ma mère n'avait pas seulement payé un acompte de 6 000 €. Elle avait réactivé une ligne de crédit massive à mon nom. 6 000 € n'était qu'un acompte. Mais un acompte sur quoi? Sur les 60 000 €? Que avait-il fait du reste? L'hôpital ne pouvait pas me garder éternellement. 5 jours après l'opération, malgré la douleur lancinante dans mon dos, on m'a donné mon congé. J'avais un corset en plastique rigide qui m'en serrait le torse. Je pouvais à peine me pencher pour mettre mes chaussettes. J'ai appelé un taxi. Pas un seul message de ma famille. Le silence radio était total. J'ai donné au chauffeur l'adresse de mon appartement, un petit 2 pièces que je louais dans le 7e arrondissement de Lyon. J'avais hâte de retrouver mon lit, mes affaires, mon chat. Le chauffeur m'a aidé à sortir ma petite valise. J'ai payé, je l'ai remercié, et je me suis traîné jusqu'à la porte de mon immeuble. J'ai composé le code. Je suis entré dans le hall. J'ai pris l'ascenseur, chaque vibration me rappelant ma colonne vertébrale brisée. J'ai mis la clé dans la serrure de mon appartement. Elle n'est pas entrée. J'ai froncé les sourcils. J'ai réessayé. Rien. La clé ne tournait pas. J'ai regardé de plus près. La serrure. Elle était neuve. Brillante. Ce n'était pas ma serrure. J'ai senti la panique monter, froide et métallique. J'ai appuyé sur la sonnette. J'ai frappé. Il y a quelqu'un? J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblant si fort que j'ai failli le lâcher. J'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Brunet. Alix. Mon Dieu, vous allez bien? Je suis surpris de vous entendre. Monsieur Brunet, je ne peux pas rentrer chez moi. Vous avez changé la serrure? Il y a eu un long silence. Mais, Alix. C'est votre mère qui s'est occupée de tout. Elle m'a appelé la semaine dernière. Ma mère? Oui. Écoutez, j'étais très triste d'apprendre pour votre accident. Votre mère, Martine, m'a appelé. Elle m'a dit que c'était très grave. Que vous étiez, pardonnez-moi, mais elle a dit que vous étiez très instable psychologiquement suite au choc. Que vous alliez être hospitalisé pour une très longue durée. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a dit, continua-t-il, que vous ne reviendriez pas. Elle a utilisé votre procuration, celle que vous aviez signée en entrant, pour résilier le bail. Là, la procuration? Oui, elle m'a envoyé une copie. Elle est venue il y a 3 jours avec un camion de déménagement. Elle a vidé l'appartement. Elle a rendu les clés. L'appartement est vide, Alix. Je l'ai déjà reloué. Les nouveaux locataires arrivent demain. Vidé. Instable psychologiquement. Elle avait résilié mon bail. Elle avait vidé mon appartement. Mes meubles. Mes vêtements. Mes photos. Mon chat. Où était mon chat? Je me suis effondrée contre la porte. Je n'avais plus de maison. Je n'avais plus rien. Je n'étais pas seulement une patiente.
J'étais une sans-abri. C'était à 2, j'étais assise par terre dans le couloir de mon ancien immeuble, en pyjama d'hôpital, avec ma petite valise. Ma mère venait de me rayer de la carte. Honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? À qui auriez-vous téléphoné? Laissez-moi vos pensées dans les commentaires. Je veux savoir si j'étais folle de penser que c'était un cauchemar. J'ai envoyé un message à Martine. Où sont mes affaires? Où est mon chat? Le message a été lu instantanément. Pas de réponse. J'ai reçu une notification Instagram. Une publication de ma sœur, Océane. Et c'est là, assise sur le sol froid, que j'ai compris où était passé l'argent. J'ai dû faire la chose la plus humiliante de ma vie. J'ai appelé Léa, une amie de fac que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai pleuré au téléphone. Je lui ai raconté. 20 minutes plus tard, elle était là. Elle m'a ramassé sur le paillasson, m'a installé dans sa voiture et m'a conduite chez elle, dans son petit studio. Elle m'a installé sur son canapé-lit. Tu restes ici aussi longtemps que tu veux, Alix. Ces gens, ce sont des monstres. J'étais humiliée, brisée, et j'avais mal partout. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai repensé à cette notification Instagram. Mon compte était privé, mais celui d'Océane avait toujours été public. Elle avait besoin de son public. J'ai ouvert son profil. La première vidéo, épinglée en haut, avait été postée il y a 3 jours. Le jour même où ma mère vidait mon appartement. J'ai cliqué. Le soleil brillait. Océane était là, devant la belle maison de mes parents à Écully. Elle portait un pull de créateur qui tombait négligemment sur son épaule. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Elle était radieuse. Derrière elle, garée dans l'allée, se trouvait une Tesla Model 3. Grise argentée. Neuve. Un énorme nœud rouge était collé sur le capot. Océane riait en regardant la caméra, tenant les clés en l'air. Et voilà, disait-elle à ses milliers de followers. C'est ce qui arrive quand vos parents croient vraiment en vous. Un immense merci à papa et maman pour le plus beau des cadeaux. Elle a fait un bisou à la caméra avant de se glisser sur le siège conducteur en cuir blanc. La légende disait, le travail acharné finit toujours par payer. Tellement reconnaissante. #family first, #blessed, #Tesla, #newcar. Le travail acharné? Océane n'avait pas gardé un emploi plus de 6 mois dans toute sa vie. Family first. #la famille avant tout. J'ai regardé la vidéo en boucle. Le reflet du soleil sur la peinture neuve. Son sourire arrogant. Et j'ai pensé à moi, sur ce canapé-lit, avec mon corset en plastique et mes vêtements d'hôpital sales. J'ai pensé à mon appartement vide. J'ai pensé aux 6 000 € prélevés sur mon compte. J'ai pensé aux 60 000 € de la ligne de crédit. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon téléphone. J'ai cherché, prix Tesla Model 3 France. Je n'avais pas besoin de chercher longtemps. Le modèle qu'elle présentait, avec les options qu'elle montrait, coûtait 59 990 €. 59 990 €. 60 000 €. J'ai lâché mon téléphone comme s'il me brûlait. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un calcul. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils ne m'avaient pas seulement rendu sans abri. Ils avaient utilisé mon nom, mon crédit, pour financer le rêve de leur fille chérie. J'avais une idée. Une idée terrible, froide, mathématique. Et je savais que j'avais raison. Mon cerveau tournait à plein régime, l'adrénaline surpassant la douleur de l'opération. J'ai attrapé l'ordinateur portable de Léa. J'ai ouvert 2 onglets. Onglet 1, le devis estimatif de l'hôpital Édouard Herriot pour mon opération de la colonne vertébrale. Total estimé, 61 200 €. Onglet 2, le configurateur Tesla France. Le modèle exact d'Océane. Prix final, 59 990 €. Les chiffres dansaient devant mes yeux. C'était ça. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un virement. Ils avaient vidé la ligne de crédit de 60 000 € à mon nom. Ils en avaient utilisé 6 000 € comme acompte pour l'hôpital, pour que tout semble légal, pour que je sois soignée. Et ils avaient utilisé le reste,
les 54 000 € restants, comme apport principal pour la Tesla. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Martine. Cette fois, elle a décroché. Alix, dit-elle, son ton froid, détaché. Comme si elle parlait à une étrangère. La Tesla, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. La Tesla d'Océane. C'est l'argent du prêt. C'est mon argent. Il y a eu un long soupir à l'autre bout du fil. Un soupir d'exaspération. Alix, tu commences vraiment à être obsédée. Tu as toujours été comme ça, à tout dramatiser. Tu es juste jalouse de ta sœur. Jalouse, ai-je hurlé. Tu m'as laissée à l'hôpital. Tu m'as mise à la rue. Tu as volé 60 000 € à mon nom. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, dit-elle, sa voix devenant glaciale. Ta sœur mérite un nouveau départ. Elle a eu des difficultés. Toi, à 30 ans, tu as un bon travail, tu es stable. Tu devrais être celle qui aide la famille, pas celle qui pose des problèmes. C'en était trop. Celle qui aide? Maman, j'ai passé les 10 dernières années à aider. Qui a payé la caution d'Océane quand elle a eu cet accident en état d'ivresse? Qui a payé ces 3 derniers mois de loyer quand elle s'est fait virer? Qui a signé pour ce maudit prêt de 60 000 € en 2017? C'est moi. J'ai passé ma vie à nettoyer ces dégâts. Le silence au bout du fil fut assourdissant. Puis, la voix de ma mère, calme, presque triomphante, et c'est exactement pour ça que ton compte était si utile, ma chérie. Tu as toujours été la responsable. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, abasourdi. Elle l'avait admis. Froidement. Sans remords. J'avais été la responsable. J'avais été leur plan d'épargne. Leur filet de sécurité. Et maintenant que j'étais vulnérable, ils avaient vidé le compte. Elle venait de me donner l'arme dont j'avais besoin. L'aveu. Ce n'était plus de la colère que je ressentais. C'était une détermination glaciale. Elle avait raison. J'étais la responsable. Et j'allais leur montrer à quel point. J'ai passé les 2 jours suivants sur le canapé de Léa, non pas à me lamenter, mais à planifier. J'ai contacté ma banque, LCL, et j'ai demandé un historique complet de ce compte. J'ai contacté l'hôpital et demandé une copie de tous les documents que ma mère avait signés, y compris la fausse signature. Et puis, une autre bombe est arrivée. J'avais mis en place une redirection de mon courrier de mon ancien appartement vers chez Léa. Le premier courrier est arrivé. Une enveloppe à fenêtre d'une agence immobilière de Villeurbanne. Je l'ai ouverte. Félicitations pour la mise en vente de votre bien au adresse du studio. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mon studio. Le seul bien immobilier que je possédais. Je l'avais acheté 5 ans plus tôt. Et, encore une fois, ma mère m'avait convaincu d'être copropriétaire sur l'acte de vente. Juste au cas où, Alix. En cas d'urgence. Maman a plus d'expérience que toi dans l'immobilier. Une autre urgence. Une autre de ces précautions. J'ai appelé l'agence, ma voix tremblante. Bonjour, j'appelle au sujet de l'appartement de Villeurbanne. Je suis Alix, la copropriétaire. Ah, bonjour, dit l'agent immobilier d'une voix enjouée. Votre mère, Martine, est formidable. Elle gère tout si efficacement. Nous avons déjà 3 visites prévues cette semaine. Mais je n'ai pas donné mon accord pour vendre, ai-je bégayé. Il y eut un silence. Comment ça? Votre mère nous a fourni une procuration notariée. Signée par vous. Elle nous a dit que vous étiez en voyage à l'étranger pour une durée indéterminée et qu'elle avait pleine autorité pour liquider le bien. En voyage à l'étranger. J'étais à 10 kilomètres de là, sur un canapé, avec une colonne vertébrale en miettes. La procuration. Elle avait dû me la faire signer à l'hôpital, au milieu de la pile de documents médicaux, quand j'étais encore sous morphine. Elle ne se contentait pas de voler mon crédit. Elle liquidait mes actifs. Elle me faisait disparaître. Ne vendez pas CET appartement, ai-je crié. Cette procuration est un faux. J'ai été hospitalisée. L'agent immobilier est devenu très nerveux. Écoutez, mademoiselle, vous devez voir ça avec votre mère.
Nous avons des documents légaux. J'ai raccroché. Elles n'allaient pas s'arrêter. Elles allaient prendre tout ce que j'avais, jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier mur. Il fallait que je trouve un avocat. Immédiatement. Mais avant ça, je devais comprendre. Je devais connaître toute l'histoire. D'où venaient ces 60 000 euros? Mon intuition me disait que l'histoire de 2017 était la clé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'avais besoin de savoir exactement ce qui s'était passé en 2017. J'avais besoin d'une preuve que ce n'était pas seulement de l'opportunisme, mais un plan à long terme. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait savoir. Clara. L'ancienne meilleure amie d'Océane, jusqu'à ce qu'Océane, sans surprise, lui vole de l'argent. Je l'ai appelée. Alix? Ça alors, ça fait une éternité. Clara, j'ai besoin de ton aide. C'est à propos d'Océane. Et d'un prêt de 2017. Long silence. Le prêt LCL, dit-elle enfin. Je savais que ça te retomberait dessus un jour. Tu savais? Alix, j'étais là. Je me souviens. Océane était surendettée. Des crédits revolving partout. Des huissiers la menaçaient. Et ta mère a eu cette idée brillante. Elle t'a fait venir. Je t'ai vu ce jour-là, tu avais l'air si triste. Je m'en souvenais. La cuisine de mes parents. Martine pleurant. Sauf ta sœur, Alix, tu es la seule qui peut. Tu es la seule en qui j'ai confiance. J'avais signé. J'avais signé pour regrouper ses dettes. Je pensais que le prêt était de 20 000 euros. C'est là que tu te trompes, dit Clara, sa voix dure. Le regroupement de dettes n'était que de 15 000 euros. Mais ta mère a insisté pour que la ligne de crédit soit au maximum. 60 000 euros. Au cas où, disait-elle. Et Océane? Océane? Le soir même, elle m'a emmené faire du shopping. Elle riait. Je lui ai demandé comment elle pouvait faire ça alors que tu venais de la sauver. Et elle m'a dit, je n'oublierai jamais. Elle a dit, Alix est une idiote. Elle croit que c'est pour mes dettes. Mais maman va juste payer le minimum chaque mois pour garder la ligne de crédit ouverte. C'est notre fonds d'urgence. Alix ne le saura jamais, elle ne vérifie jamais rien, point. Mon fonds d'urgence. Mon nom. Mon crédit. Mon score parfait. C'était leur fonds d'urgence. Clara, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai essayé. 2 mois plus tard. Je t'ai dit qu'Océane dépensait sans compter. Et tu m'as répondu? Ne t'inquiète pas, maman gère les comptes. Ta mère t'avait tellement monté contre moi que j'ai abandonné. Puis Océane m'a volé 500 euros et je ne l'ai plus jamais revue. J'ai remercié Clara et j'ai raccroché. Ce n'était pas de l'improvisation. Ma chirurgie n'était pas une crise pour elle. C'était une opportunité. L'opportunité qu'elles attendaient depuis 5 ans pour enfin vider le compte. Maintenant, j'avais l'histoire. J'avais le mobile. J'avais les preuves. J'ai ouvert Google. Meilleur avocat fraude financière Lyon. Le premier nom qui est sorti était Maître Bernard. Le bureau de Maître Bernard se trouvait dans le 6e arrondissement, le quartier chic de Lyon. Tout était en bois sombre et en cuir. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, avec mes vêtements empruntés à Léa et mon corset sous mon pull. J'avais rassemblé 72 pages de documents dans un dossier. L'historique du prêt LCL. Les relevés montrant le retrait de 60 000 euros. La facture d'acompte de 6 000 euros de l'hôpital. La fausse signature. L'email de l'agent immobilier de Villeurbanne. La procuration frauduleuse. Les captures d'écran de la vidéo Tesla d'Océane. Maître Bernard était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux d'un bleu perçant. Il n'a pas dit un mot pendant 10 minutes. Il a juste tourné les pages, son expression devenant de plus en plus dure. Finalement, il a posé ses lunettes sur le bureau. Mademoiselle Alix, commença-t-il d'une voix grave. J'ai vu beaucoup de drames familiaux.
Des disputes d'héritage. Des rancœurs. Mais ceci. Il a tapoté le dossier. Ceci n'est pas un drame familial. C'est une exploitation d'identité organisée. C'est une fraude en bande organisée. Et c'est criminel. J'ai fondu en larmes. Pour la première fois depuis l'hôpital. C'était la validation. Je n'étais pas folle. Que pouvons-nous faire, ai-je demandé. Nous allons frapper fort, et vite, dit-il. Nous allons immédiatement déposer une injonction pour bloquer la vente de l'appartement de Villeurbanne. Ensuite, nous allons déposer une plainte au civil pour fraude, abus de confiance, faux et usage de faux, et demander le remboursement intégral des 60 000 €, plus des dommages et intérêts. Il m'a regardé fixement. Une question. Votre sœur, Océane, a-t-elle déjà fait ça à quelqu'un d'autre? J'ai réfléchi. Et soudain, un nom m'est revenu. Sophie. Son ex-petite amie. Il y a eu une histoire. Océane lui devait de l'argent. Ça s'est très mal terminé. Trouvez-la, dit maître Bernard. Un antécédent, même non prouvé, établit un schéma. J'ai passé la soirée à chercher Sophie sur les réseaux sociaux. Je l'ai trouvée. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a répondu en moins d'1 heure. Elle voulait me voir. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Sophie tremblait. Alix, j'ai eu tellement peur pendant des années, m'a-t-elle dit. En 2018, Océane a utilisé ma carte de crédit sans ma permission. 5 000 €. Quand je l'ai confrontée et menacée d'appeler la police, ce n'est pas elle qui est venue. C'est ta mère. Martine? Oui. Elle est venue à mon appartement. Elle m'a tendu une enveloppe avec 5 000 € en liquide. Elle m'a dit que si je portais plainte, elle ruinerait ma réputation. Elle m'a dit qu'elle avait des amis haut placés et que je ne trouverais plus jamais de travail à Lyon. J'ai eu peur. J'ai pris l'argent et je me suis tue. Nous les tenions. Martine n'était pas seulement une complice. Elle était le cerveau. Elle était l'exécutante. Et maintenant, nous allions le prouver. Maître Bernard a été d'une efficacité redoutable. En 24 heures, la vente de l'appartement de Villeurbanne était gelée par une ordonnance du tribunal. Une semaine plus tard, Martine et Océane recevaient l'assignation en justice. La réaction n'a pas tardé. Océane a fait ce qu'elle fait de mieux, elle s'est tournée vers son public. Elle a lancé un direct Instagram. Son visage était bouffi, ses yeux rouges. Elle pleurait à chaudes larmes. Je ne peux pas croire ce qui m'arrive, sanglotait-elle devant des centaines de spectateurs. Ma propre sœur, ma petite sœur Alix, m'attaque en justice. Elle a reniflé bruyamment. Elle est instable depuis son accident. Elle est confuse. Et elle est jalouse de moi. Elle est jalouse de ma Tesla. Elle invente des histoires de vol pour me la prendre. Elle essaie de détruire ma vie. Je la regardais, écœurée. Mais soudain, j'ai vu quelque chose. Derrière elle, sur sa table de nuit, dans sa chambre parfaitement décorée de la maison de mes parents. Il y avait une lampe. Pas n'importe quelle lampe. Une lampe en poterie en forme de chouette, un peu de travers, que j'avais fabriquée en cours d'art en 4e. Elle était moche, mais c'était la mienne. Elle avait disparu de mon appartement en même temps que tout le reste. Cette idiote. Elle était en train de pleurer sur sa sœur menteuse, tout en exposant fièrement les objets qu'elle m'avait volés. J'ai fait une capture d'écran. Martine, elle, a choisi une autre scène. L'église. Une amie de la famille m'a envoyé une vidéo de la sortie de la messe à Écully. Ma mère, digne, en larmes, parlant à un petit groupe. Priez pour ma fille Alix, disait-elle. Elle est malade. Elle est sous une mauvaise influence. Elle attaque sa propre famille pour de l'argent. Après tout ce que nous avons fait pour elle. Mais elles ne se sont pas arrêtées là. Maître Bernard m'a appelé. Elle contre-attaque. Comment ça? Leur avocat vient de déposer une plainte reconventionnelle contre vous pour diffamation et harcèlement. Elle vous réclame 10 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à leur réputation. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Elle m'avait volé 60 000 €, m'avait mise à la rue,
avait essayé de vendre mon appartement, et maintenant, elle me demandait de l'argent pour diffamation. Elle pensait vraiment pouvoir m'intimider une dernière fois. Elle se trompait lourdement. Dites à leur avocat, ai-je dit à Maître Bernard, que je les verrai au tribunal. Le jour du jugement est arrivé. Tribunal de grande instance de Lyon. J'y suis allée seule. Léa m'avait proposé de venir, mais c'était mon combat. Mon dos me faisait encore mal, mais je me tenais droite. Martine et Océane étaient de l'autre côté. Martine portait un collier de perles. Océane était sur son téléphone. Elles m'ont jeté un regard plein de mépris. Maître Bernard s'est levé. Il a parlé d'une voix calme, chirurgicale. Il n'a pas parlé de drame. Il a parlé de faits. Fait numéro 1, l'activation non autorisée d'une ligne de crédit de 60 000 € par la défenderesse, Madame Martine, sur un compte joint, le jour de l'hospitalisation de la plaignante. Fait numéro 2, le virement de 54 000 € de ce compte pour l'achat d'un véhicule de luxe au nom de la seconde défenderesse, Madame Océane. Fait numéro 3, la signature frauduleuse d'un paiement de 6 000 € à l'hôpital, imitant la signature de la plaignante. Fait numéro 4, la tentative de vente frauduleuse d'un bien immobilier en copropriété, en utilisant une procuration obtenue sous de faux prétextes ou falsifiée. Il a continué. Il a appelé Sophie, l'ex-petite amie d'Océane, à la barre. Sophie a raconté, tremblante mais ferme, comment Martine l'avait menacée et achetée pour qu'elle garde le silence sur une fraude précédente. Le visage de Martine est devenu gris. Puis, Maître Bernard a sorti la capture d'écran. La vidéo d'Océane en larmes. Et la lampe chouette. Madame Océane, pouvez-vous identifier cet objet? C'est une lampe. N'est-ce pas la lampe que ma cliente a fabriquée en 2012 et qui se trouvait dans son appartement avant qu'il ne soit vidé par votre mère? Océane est devenue pourpre. Je ne sais pas. Elle me l'a donnée. Puis ce fut mon tour. La juge m'a regardée. Mademoiselle Alix, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levée. J'ai regardé ma mère et ma sœur. Madame la juge. Pendant 30 ans, on m'a appris que mon rôle dans cette famille était d'être la responsable. J'ai payé les erreurs de ma sœur. J'ai été le pilier financier et émotionnel de ma mère. Je pensais que c'était ça, l'amour familial. J'ai pris une profonde inspiration. Mais j'ai eu tort. Ils n'avaient pas besoin d'une fille. Ils avaient besoin d'un distributeur automatique. Et le jour où je suis tombée en panne, le jour où j'étais brisée sur un lit d'hôpital, ils n'ont pas essayé de me réparer. Ils m'ont secouée pour récupérer les dernières pièces. Ils n'ont pas seulement volé mon argent. Ils ont volé ma maison, mon identité, et ils ont essayé de me faire passer pour folle pour couvrir leurs traces. Je ne suis pas ici pour de l'argent. Je suis ici pour récupérer mon nom. Le silence dans la salle était total. La juge n'a même pas suspendu l'audience. Elle a pris ses notes, a relevé la tête et a rendu son jugement sur le champ. En faveur de la plaignante, Alix. Remboursement intégral des 60 000 € sous astreinte. 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. 10 000 € au titre des frais de justice. L'injonction sur l'appartement de Villeurbanne est maintenue. La plainte reconventionnelle pour diffamation est rejetée, car fondée sur des faits avérés. Le marteau est tombé. Martine a haleté. Océane, enfin, a levé les yeux de son téléphone. Son visage était déformé par la haine. Elle s'est penchée vers moi et a sifflé, « Tu as détruit cette famille. » Je l'ai regardée, et pour la première fois, je ne ressentais plus de douleur. Juste de la pitié. Non, Océane. Cette famille s'est détruite elle-même il y a bien longtemps. J'ai hoché la tête vers Maître Bernard, j'ai pris mon sac et j'ai quitté la salle d'audience sans un regard en arrière. J'étais libre. Enfin, presque. La victoire au tribunal avait un goût étrange. Ce n'était pas de la joie. C'était un soulagement. Mais la guerre n'était pas finie dans leur tête. Martine, bien sûr, a posté un long message passif-agressif sur Facebook, parlant de l'ingratitude et des enfants qui poignardent leurs parents dans le dos. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Sous son post, les commentaires n'étaient plus seulement de la sympathie.
des gens commençaient à poser des questions. Mais est-il vrai que vous avez utilisé son crédit? Qu'en est-il de la Tesla? La vérité commençait à faire son chemin. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas de timbre. Déposée directement dans la boîte aux lettres de Léa. Pas d'adresse d'expéditeur. Mais je reconnaissais l'écriture. L'écriture soignée, penchée, de Martine. Je l'ai ouverte, mon cœur battant la chamade. Je m'attendais à de la colère, peut-être même à des menaces. Ce que j'ai lu était pire. Ce n'était pas une lettre de colère. C'était une lettre de dégoût. Alix, tu as toujours été un fardeau. Dès ta naissance. Tu pleurais tout le temps. Tu demandais toujours plus. Tu étais une enfant difficile, pleine de besoins. Océane, elle, était si facile. Si lumineuse. Elle ne demandait jamais rien. Je me suis souvent demandé ce que j'avais fait de mal avec toi. Parfois, je me disais qu'une seule fille aurait suffi. La vie aurait été tellement plus simple. J'ai lu la ligne. Et je l'ai relue. Une seule fille aurait suffi. La lettre continuait, expliquant comment ma nature compliquée avait poussé Océane à faire des erreurs, et comment ma rigidité m'empêchait de voir que l'argent n'était que de l'argent. Tu as gagné. Tu as ton argent. J'espère que tu es heureuse maintenant, seule avec tes relevés de compte. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai plié la lettre, soigneusement. Elle venait de me libérer. Elle venait de confirmer, de sa propre main, que ce n'était pas moi. Que ça n'avait jamais été moi. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'étais pas jalouse. J'étais juste la mauvaise fille. Elle venait de me donner la permission de ne plus jamais les aimer. Mon téléphone a sonné. C'était mon oncle. Le frère de Martine. Alix, dit-il, sa voix basse. J'ai entendu parler de la lettre. Ta cousine l'a vue sur la table de la cuisine. J'ai attendu. Je veux juste te dire. Je suis désolée, Alix. Nous savions tous. Nous savions tous que tu étais la responsable, celle qui portait tout. Et nous n'avons rien dit. Nous avons eu tort de nous taire. Oui, ai-je simplement répondu. Prends soin de toi, mon enfant. J'ai raccroché. J'ai rangé la lettre dans une boîte. Pas comme une preuve pour un tribunal. Mais comme un rappel. Un rappel que la page était définitivement tournée. Je n'avais plus besoin de me venger. J'avais besoin de vivre. Mais comment recommencer à zéro quand on vous a tout pris? Les 6 mois qui ont suivi ont été un combat. Mais un combat différent. L'argent du tribunal est arrivé. J'ai remboursé la ligne de crédit LCL en totalité, fermant ce chapitre financier pour de bon. J'ai utilisé le reste pour l'acompte d'un nouvel appartement. Un petit appartement à moi, sur les pentes de la Croix-Rousse. Un quartier avec une âme, loin des banlieues chics et froides de mon enfance. Il n'y avait qu'un seul nom sur le bail. Le mien. La première chose que j'ai faite en emménageant a été d'installer une serrure numérique à code. Pas de clé. Personne ne pouvait entrer sans ma permission. J'ai acheté de nouveaux meubles. Des meubles simples. Et j'ai acheté une nouvelle lampe. Une lampe que j'avais choisie. J'ai aussi adopté un chaton à la SPA. Je l'ai appelé Bernard. Maître Bernard m'a appelé un jour. Elles ont vendu la Tesla, bien sûr. Pour payer les frais. J'entends dire qu'Océane cherche du travail. Pour de vrai, cette fois. J'ai souri. Bien pour elle. Et Martine, continua-t-il, elle a vendu la maison d'Écully. Je crois qu'elle déménage dans le sud. Bien pour elle, ai-je répété. Le silence dans mon nouvel appartement n'était pas froid. Il n'était pas lourd. Il était paisible. C'était le son de ma nouvelle vie. En regardant par la fenêtre la vue sur Lyon, j'ai repensé à tout ça. Ils m'ont prise pour une idiote. Ils m'ont prise pour un portefeuille. Ils m'ont prise pour acquise. Ils ont pris mon argent, mes meubles, ma confiance. Mais ils n'ont jamais pris ma voix. J'apprenais juste à l'utiliser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci.
Si vous avez déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre famille, cette histoire est pour vous. Peut-être que votre famille n'a jamais vidé votre compte en banque. Mais si vous vous êtes déjà assis à une table de dîner en vous demandant comment l'amour pouvait sembler si conditionnel, alors vous comprenez ce que j'ai ressenti. Nous parlons beaucoup de loyauté familiale. Mais la loyauté sans respect, sans limite, ce n'est pas de l'amour. C'est une performance. Et pendant trop longtemps, j'ai joué mon rôle. Parfois, parler n'est pas une question de vengeance. C'est une question de survie. C'est reprendre sa place, son nom, sa voix. Si vous regardez ceci et que vous ressentez cette même douleur sourde, écoutez-moi, vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas dramatique. Et vous n'êtes pas seul. Alors, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà dû choisir entre garder la paix et vous garder vous-même? Avez-vous déjà été traité de jaloux, d'égoïste simplement parce que vous demandiez un traitement équitable? Dites-le moi dans les commentaires. Tapez un 1 si cette histoire a résonné en vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si cette vidéo a eu du sens pour vous, si vous voulez plus d'histoires vraies, brutes, sur la façon de surmonter les trahisons les plus sombres, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Cette chaîne vous voit. Merci d'avoir écouté. Et à la prochaine fois.